Merci de vous être mobilisés, si nombreux, si nombreuses pour cette discussion qui intervient un peu tôt pour certains, mais visiblement pas pour tout le monde. Je dois dire en propos liminaire que la question de l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui est aujourd'hui systématiquement inscrit à l'ordre des négociations internationales sur le climat. Alors, si la nécessité d'inscrire ce sujet à l'agenda de cette discussion n'est plus à démontrer, on pourrait tout de même questionner la pertinence même du concept, parce que quand on voit la situation désespérante et parfois désespérée de plusieurs pays, notamment ceux dits du Sud ou pays en voie de développement, on se rend compte que le concept d'adaptation qui sous-tend une capacité, sous certaines conditions, à préserver des sociétés habitables après des chocs est questionnable. Et si on va dans le détail, on s'intéresse à certains pays en particulier. Je vous prends l'exemple du Mozambique ou notamment le Mozambique qui a été dévasté une semaine après Chido, après Mayotte par le cyclone Chido. Quasiment aucun média de France hexagonale ne s'est fait l'écho de cette actualité. Pourtant, il y a eu 3 fois plus même de victimes au Mozambique qu'à Mayotte. Et c'est un exemple illustratif de la situation d'énormément de pays qui, au final, ne font pas du tout l'objet de l'actualité des médias. Pourtant, ils vivent des situations désespérantes. Donc, la table ronde de ce matin propose une réflexion lucide sur la question des limites de l'adaptation, les enjeux de justice et de responsabilité internationale, ainsi que des pistes concrètes pour repenser l'action humanitaire et solidaire à l'heure de certaines pertes qui sont d'ores et déjà irréversibles. Donc autour de la table à mes côtés, j'ai des acteurs de terrain et des organisations humanitaires engagées dans la réflexion et l'action. Je vais les laisser se présenter. Je commence à ma droite immédiate. Bonjour Christophe, est-ce que tu peux te présenter? On a un micro là. Merci. Bonjour, je suis Christophe Buffet, je suis chargé de recherche, adaptation, perte et préjudice et habitabilité à l'Agence française de développement, l'AFD. Merci. Sarah. Bonjour à tous, Sarah Fabrichon, donc moi je travaille à la Croix-Rouge française et je suis en charge des thématiques autour de l'adaptation au changement climatique. Manon. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Grossière et je suis référente technique environnement et climat pour une ONG humanitaire qui s'appelle Solidarité Internationale. Et donc j'apporterai dans cette table ronde un regard d'ONG opérationnelle de terrain. Bonjour, je m'appelle Bing et je suis responsable de qualité des programmes sur le touristique climatique chez CARE. Et je bosse pour le centre touristique climatique à CARE qui donne des appuis techniques sur le sujet de changement climatique. Bonjour, je suis Jérôme Fossé, je fais partie du groupe URD, Urgence Réhabilitation Développement, et je suis chargé de recherche, d'évaluation et de formation sur l'adaptation au changement climatique. Merci. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je commence par toi, Christophe, vu que tu as ma portée immédiate. Je ne peux pas te défiler. Dans mon propos liminaire, j'ai beaucoup parlé de la question de l'incapacité à s'adapter. Et je sais que l'AFD, entre autres, dans ses activités, finance des projets d'adaptation. Est-ce que vous, dans vos activités, c'est des questions que vous vous posez, que vous avez déjà su apprécier et que vous rentrez en ligne de compte dans le financement de vos projets d'adaptation ? Oui, tout à fait. Alors peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais bien proposer un pas de recul puisqu'on va parler des limites de l'adaptation. Mais c'est important aussi de revenir ici sur la construction de l'adaptation, puisqu'en fait, il y a énormément de choses qui se sont développées. L'UNFCCC vient de publier un document qui s'appelle « Retour sur 30 ans de construction de l'adaptation ». Et il y a encore peu, c'était encore un tabou. Il y a une vingtaine d'années, Al Gore parlait d'une foi arrogante dans la capacité humaine à s'adapter, parce qu'en fait, il y avait pas mal de mouvements climato-sceptiques, pour le coup, qui essayaient d'attacher ce mot d'adaptation au fait que ce n'était pas la peine de limiter les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on arriverait bien à s'adapter. Et du coup, ça créait des conflits entre ceux qui étaient les tenants de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis d'autres personnes qui pensaient que ce n'était pas la peine et qu'on s'adapterait. Et du coup, il y a eu tout un mouvement scientifique qui a dû montrer qu'il fallait faire les deux, que c'était les deux faces d'une même pièce,
C'était le 4e rapport du GIEC en particulier qui l'a montré autour de 2007, mais auparavant, ces courants se sont construits petit à petit. Donc avec la démonstration que quoi qu'il arrive, on devra s'adapter même si on réduisait à zéro les niveaux de gaz à effet de serre actuellement. Donc ça c'est important, je pense, à rappeler en préambule. Absolument. Avec toute une construction, une architecture financière, des projets, des revues spécialisées, voilà, tout un milieu, des cours, des masters, des doctorats qui sont institués un petit peu partout. Donc ce champ de l'adaptation, il est important aussi à prendre en compte parce qu'on ne le voit pas toujours très bien en France. Quand on parle climat, moi, je suis toujours un peu frustré, ou transition, je sais qu'on ne va pas beaucoup parler adaptation. Donc merci beaucoup de nous avoir invités pour cette table ronde dans ces 2 jours Univers Shifté. Je voulais vous parler aussi de la des trajectoires de développement résilient, qui est un graphique du rapport du GIEC que vous avez peut-être vu, mais pas forcément, parce qu'il est pas suffisamment mis en avant. Souvent, quand on parle de trajectoire dans les milieux d'atténuation, on voit des courbes en cloche avec la nécessité de réduire les émissions de manière drastique. Là, cette trajectoire de développement résilient, elle est plutôt sous forme d'arbre, avec des multiples nœuds de décision qui vont faire qu'au fur et à mesure, on va vers plus de résilience et de bien-être, pour faire court, ou à l'inverse, de moins en moins de résilience, de bien-être et de destruction des écosystèmes. Et en fait, on voit très bien sur ce graphique qu'à partir d'un certain niveau, on n'arrive plus à remonter. Les branches, en fait, amènent inévitablement vers le bas. D'où la nécessité de réagir suffisamment à temps et de construire par différentes itérations cette adaptation. Et je pense qu'on va y revenir assez régulièrement aussi dans nos interventions. Mais chacune de ces petites roues en fait, qui représentent ces itérations constituent en fait des moments où le grand public, où différents intérêts, les secteurs privés, les pouvoirs publics, dialogue avec des enjeux scientifiques, des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux de savoir aussi, à la fois les savoirs scientifiques, mais aussi les savoirs locaux, pour prendre des décisions adaptées et infléchir les branches de manière adéquate. Merci Christophe. Je veux me tourner vers toi, Sarah. Tu es référente technique adaptation au changement climatique à la Croix-Rouge. Est-ce que tu as des exemples comme ça de territoires où il y a eu des événements naturels ou pas d'ailleurs, parfois sociaux, parce que ça aussi ça rentre en ligne de compte, qui ont mis à mal les capacités d'adaptation et éventuellement à ce jour, c'est très difficile de parler concrètement d'adaptation dans ces territoires. Oui, tout à fait. Pour continuer sur la lancée du GIEC et du rapport, donc il y a ce chapitre 2 qui est sur l'adaptation et dedans il y a aussi l'identification des zones les plus touchées ou les plus impactées par ces limites de l'adaptation. Et si on regarde ce rapport, en fait c'est vraiment la zone Afrique où tous les indicateurs sont rouges et je dirais peut-être en deuxième les pays, les petits États insulaires en développement qui sont aussi très concernés. Bien sûr les autres zones aussi. Et aussi parfois les suds dans les nords, donc des parties de nos régions aussi qui sont plus impactées. Mais pour reprendre par exemple pour le contexte africain, la Croix-Rouge française travaille pas mal avec la Croix-Rouge camerounaise à l'extrême nord, à Maroua. Et en fait c'est une zone de base qui est très sèche, donc avec des problèmes d'eau de base. Mais c'est aussi une zone qui est très proche de la zone de conflit où Boko Haram fait des pressions sur les populations dans les pays alentours. Et comme le Cameroun est relativement stable, il se retrouve à accueillir en fait des réfugiés qui sont des réfugiés climatiques, mais surtout des réfugiés de conflit, qui viennent dans le nord, l'extrême nord du Cameroun. Et en fait, l'extrême nord du Cameroun, avec cette situation de sécheresse et d'inondation aussi récurrente, a des camps de réfugiés immenses, mais qui subissent la sécheresse et aussi des inondations récurrentes. Et là, il y a un vrai enjeu pour les pouvoirs publics, mais aussi pour des auxiliaires comme la Croix-Rouge camerounaise, par exemple, de comment gérer en fait, ces camps de réfugiés qui se retrouvent à des endroits où, climatiquement, c'est pas viable. Et toutes ces questions d'accès à l'eau, mais aussi de problèmes d'épidémie qui peuvent se retrouver en fait, à découler de crises d'eau. C'est-à-dire si on n'a pas accès à une eau propre, à une eau traitée, on se retrouve à avoir dans des contextes d'inondation très vite des épidémies de choléra, par exemple. Donc, pour dire qu'en fait, quand on parle de changement climatique ou d'adaptation, souvent, ça va toucher la thématique du conflit, mais aussi la thématique de la santé. Et très rapidement, on se retrouve avec des crises multidimensionnelles et pas seulement liées au climat.
Peut-être pour changer un petit peu de contexte, dans donc ce qu'on appelle les petits États insulaires en développement, je pense que Nelson mentionnait le Mozambique avec les cyclones. Évidemment, on voit une intensification des cyclones, donc Mayotte très récemment, mais en fait, si on parle de Madagascar, par exemple, c'est chaque année 3 à 4 cyclones qui touchent les côtes de Madagascar, avec souvent 90, peut-être même 100% en fait, des villes qui vont être détruites. Donc, par exemple, très récemment, c'était en 2019, je crois, toute la côte Est, vraiment les villes de la côte Est ont été détruites quasiment entièrement. Et ça veut dire qu'à court terme, ça fait un impact en termes de santé, d'accès aux soins, d'accès à la nourriture, à de l'eau, mais aussi à plus long terme, en fait, la reconstruction est extrêmement difficile. Donc on se retrouve à avoir une situation qu'on pourrait régler peut-être à court terme si on était en France ou avec beaucoup plus de moyens financiers, mais dans ces contextes-là, des années après, la ville est à peu près dans le même état. Et on pense souvent donc à ces impacts extrêmes, à ces événements météorologiques extrêmes, mais il y a aussi tout ce qui est éléments lents, donc par exemple la montée des eaux. Si on pense aux Comores par exemple, d'ici 2050 c'est 20 cm en plus. Ça paraît pas tant, 20 cm, mais en fait, c'est des îlots qui sont très très bas, donc très proches du niveau de la mer. Et 20 cm, ça veut dire énormément de terre et de zones côtières qui sont inondées, qui se retrouvent submergées, mais aussi toutes les problématiques de salinisation des eaux souterraines. Et si on pense, je reparle des Comores, c'est des îles très densément peuplées, et en fait, plus de 50% de la population vit sur les zones côtières. Donc, ça veut dire que d'ici, on va dire, 20 ans, 25 ans, plus de 10% de la population, voire même encore plus, devrait bouger. Mais pour aller où, si on est sur une île très densément peuplée? Donc vraiment, ces éléments un peu plus, on va dire, vagues ou diffus de montée des eaux, on ne prend pas vraiment en compte, c'est pas compris comme une crise, mais ça va vraiment impacter très fortement et on se retrouve dans des situations de où aller. C'est vraiment la question qui se pose à ce moment-là. Tuybine, le portrait peu glorieux que Sarah vient de dresser quand même, lève aussi un certain nombre d'enjeux de société, d'enjeux sociaux qu'elle évoquait à demi-mot. Mais chez CARE, c'est des sujets que vous traitez permanemment. Toi, tu es responsable du programme Justice climatique. Comment est-ce que tu as des retours d'expérience de situations résultantes de ces causes? Et comment est-ce que vous traitez, comment est-ce que vous essayez de résoudre le problème finalement? Merci beaucoup pour cette question. En effet, c'est super intéressant ce que Sarah vient de parler parce que c'est lié directement un petit peu sur le côté, le concept des limites d'adaptation. On parle depuis des dizaines d'années sur les deux types de limites, les limites dures et les limites souples, le hard et le soft limits. Donc on parle des limites dures, le classique situation de Comores. Quand il y a la montée de l'eau, les gens ils ne peuvent pas vivre. Donc, on ne peut rien faire, on n'est plus adapté. Et il faut abandonner leur maison, c'est la limite dure. Et on voit beaucoup, notamment quand c'est lié à l'écosystème, de perte de biodiversité, ça c'est la limite dure. Mais le cas de Cameroun, quand il y a beaucoup de problèmes socio-économiques, de problèmes liés aux politiques, ça on peut changer. Donc ça, c'est, pour ce moment, on ne peut pas adapter parce qu'on n'a pas de ressources financières, on n'a pas de ressources techniques, on n'a pas de volonté politique, mais on espoir dans le futur, ça peut changer. Et ça, c'est pourquoi ça, c'est le limite souple. Et c'est intéressant parce que la plupart de les limites aujourd'hui, c'est le limite souple. Et je pense que c'est quelque chose, nous, on peut discuter parce que c'est quelque chose de réversible, c'est quelque chose qu'on peut changer. Et quand on parle de limite souple, quand on parle sur on n'a pas l'accès d'eau, on n'a pas de la terre, il faut aussi regarder un petit peu plus long. Pourquoi on n'a pas de l'eau? Pourquoi on n'a pas l'accès à la terre? C'est à la fin de la journée, c'est la relation au pouvoir. C'est la relation en égalité. C'est le terre de qui? C'est qui contrôle le qui? Et c'est pourquoi chez KIA, comme on a une organisation double mandat de développement des humanitaires, on essayait aussi de faire le lien développement, essayer de résoudre le problème un petit peu succinct, un petit peu à la racine de vulnérabilité de la population. On essayait de travailler beaucoup sur inégalité, notamment inégalité entre les femmes et les hommes. 75% des femmes du monde n'ont pas de droits fonciers. Qu'est-ce qu'on peut adapter si on n'a pas contrôle de nos terres?
Donc c'est important aussi de parler sur l'égalité, aussi tout le côté de l'accès aux financiers, l'accès technologie, l'accès aux décisions. Qui prend la décision de quoi? Donc si on n'a pas le pouvoir de prendre la décision, comment on peut changer, comment on peut adapter? Donc chez Care, on travaillait un petit peu sur le lien lié aussi tout le côté développement, pour notamment tout le côté limite souple dans l'adaptation. Merci. Manon, chez Solidarité, vous intervenez aussi, vous êtes une ONG de terrain, vous agissez beaucoup dans différents terrains dits du Sud. Dans son propos, Thuy-Binh parle beaucoup de limites dures, limites souples. Est-ce que vous aussi, vous avez réussi à identifier ce type de limites dans vos actions et comment vous faites quand vos méthodes classiques d'intervention ne marchent plus, notamment à cause de ces limites? Tout à fait, c'est un très bon point et je vais faire écho à ce que disait Thuy-Binh, c'est qu'effectivement, pour commencer à se poser la question de ce que sont les limites à l'adaptation, il faut comprendre que ces limites, elles sont multiples. C'est pas uniquement des limites techniques, elles peuvent être économiques, sociales, politiques, de gouvernance. Et donc dans les pays en développement, les premières limites à l'adaptation ne sont pas tant des limites techniques, mais plutôt un manque d'accès aux ressources, un manque d'accès à l'information, une gouvernance instable, une insécurité, des questions de genre qui font que les femmes ont moins accès à des capacités à s'adapter. Et donc pour vous donner un exemple très concret, moi j'ai travaillé quelques années en Afghanistan. En Afghanistan, officiellement, il y a un système d'alerte précoce qui existe pour les différentes crises naturelles et climatiques. Donc ce système existe en théorie puisque finalement il est fonctionnel de temps en temps selon qui est au pouvoir, selon si c'est le gouvernement officiel, selon si c'est les talibans. Donc là on fait déjà place, on voit déjà une limite politique ou une limite de gouvernance qui apparaît. Quand ce système en Afghanistan d'alerte précoce fonctionne, il va fonctionner avec différentes techniques de transfert d'informations pour prévenir qu'il y a des risques de séisme, d'inondation ou autre. Et ces informations sont souvent fournies par téléphone. Et c'est souvent les hommes qui reçoivent ces informations, pas les femmes. Donc on se retrouve dans des cas où on a des limites sociales ou des limites liées aux questions de genre face à l'adaptation. Si on imagine que le système en place en Afghanistan fonctionne à ce moment-là, que les femmes ont reçu l'information, il faut savoir qu'une femme afghane, elle n'a pas l'autorisation de quitter sa maison sans un maharam, donc sans un homme. Donc même avec l'accès à l'information, les possibilités éventuelles d'adaptation, finalement on a d'autres blocages aussi, des limites qui peuvent être culturelles ou religieuses dans un cas comme celui-ci. Un autre type de limite à l'adaptation que j'aimerais citer aujourd'hui parce qu'on l'oublie parfois, c'est la limite émotionnelle ou psychologique d'une adaptation constante. Les populations les plus vulnérables, un agriculteur au Soudan, admettons, ça fait déjà des années qu'il est obligé d'adapter ses techniques de travail, ses techniques d'irrigation, le type de culture ou de semences qu'il utilise. Et cette adaptation qui est constante, elle est subie et elle est usante au niveau émotionnel et psychologique. Et si je cite tous ces types de limites, c'est parce que pour avoir des leviers sur les limites à l'adaptation, il faut vraiment toutes les prendre en compte autant que possible dans les politiques publiques ou nous en tant qu'acteurs de la solidarité internationale ou en tant qu'acteurs qui travaillent en fait à l'appui à l'adaptation au changement climatique. Merci Manon. Jérôme, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Alors, pour ceux qui ne savent pas, sortez les stylos. Jérôme est chargé de recherche au groupe URD. Et le groupe URD, c'est une sorte de think tank qui met justement ces questions en réflexion et essaye, en travaillant de pair avec toutes les ONG humanitaires, entre autres qui viennent d'intervenir, de trouver des pistes de solutions. Et donc si je lui demande qu'est-ce qu'on fait, c'est un peu caricatural, mais c'est parce que... C'est très caricatural. Donc sortez les stylos, on va faire une liste. Non, en fait, le rôle d'un think tank, c'est surtout de poser des questions. Et pas d'y répondre forcément, mais de mettre des questions sur la table pour le débat. Et donc là, on vient de parler de limites souples et limites dures. C'est très intéressant. Et s'il est sûr que pour les limites souples à l'adaptation, il faut continuer à investir, faire un meilleur lien entre l'humanitaire et le développement, ça c'est clair. Pour les limites dures à l'adaptation, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait ?
est-ce qu'on continue les populations locales à s'adapter, sachant qu'on ne peut pas s'adapter? Donc là, il faut peut-être voir autre chose, revoir la copie, et commencer à penser aux ONG supportant la migration. C'est un mot difficile, hein, la migration, dans tous les pays, en France comme ailleurs. Donc il y a ce dilemme pour les ONG. Limite souple, ok, on continue à s'adapter, on supporte. Limite dure, est-ce qu'on doit supporter la migration? Quel est le positionnement politique des ONG? C'est un dilemme. Et ce dilemme est d'autant plus important qu'on n'a pas parlé de pertes immatérielles, que ce soit lorsqu'il y a une catastrophe naturelle ou quand on doit se déplacer. Il y a toute une perte culturelle, socio-économique, repères culturels, qui n'est pas tangible. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Et souvent, quand on évalue nos projets humanitaires, c'est un peu le parent pauvre. On va évaluer la perte socio-économique, mais pas la perte émotionnelle, la perte culturelle, qui n'est pas prise en compte. Justement, la question des pertes, elle est très intéressante et j'aimerais te relancer dessus. Ouais. Voilà, je te relance dessus tout de suite. Tu parles de pertes immatérielles, mais concrètement, est-ce que tu as des exemples? Qu'est-ce que ça représente concrètement? Est-ce que tu peux éclairer un peu le propos pour les personnes qui sont dans la salle? Les communautés, une communauté, c'est pas juste un mot. C'est des liens sociaux qui font que les communautés sont résilientes ou pas. Ça s'appuie sur l'économie, sur les liens sociaux qui font qu'on puisse s'entraider. Souvent, les premiers répondants lors d'une catastrophe, ce sont les communautés elles-mêmes. Dans les pays en voie de développement, mais après, si on parle de la France, c'est la même chose. On a vu que lors des inondations dans la Roya, le système officiel a été un peu submergé, en partie parce que une route était coupée, et donc les acteurs locaux, la population locale a répondu d'elle-même. Donc cet aspect immatériel, ça touche au lien social, et ça, si on doit migrer, évidemment, c'est une perte évidente, quoi. Donc, et souvent, on va parler maintenant, je parle de pertes et dommages. Dans les équations pertes et dommages, en fait, c'est un système un petit peu économique, on va dire. On va regarder qu'est-ce qu'on perd en termes de nombre de vaches, nombre de cheptels, nombre de maisons, mais on ne prend pas en compte la perte des proches, par exemple, qui va nous affecter toute notre vie et qui ne va pas nous permettre de rebondir. Et ça, ce n'est pas pris en compte. Et pourquoi c'est important? Parce que dans l'approche humanitaire, on a tout un tas d'outils pour évaluer nos projets, mais cet aspect d'évaluer l'aspect immatériel n'est pas pris en compte parce qu'il est difficile. C'est un aspect qualitatif qu'on sait moins faire et qui prend beaucoup de temps. L'aspect quantitatif, c'est toujours plus évident justement à quantifier. Donc il y a cette demande. Mais je voudrais rebondir aussi sur le fait que ici, nous avons des spécialistes de l'adaptation au changement humanitaire. Ça ne reflète pas forcément la réalité du monde de l'humanitaire. L'adaptation au changement climatique reste encore transversale et pas centrale de ce que font les humanitaires. Donc il y a beaucoup de projets pilotes à droite à gauche qui sont fantastiques, mais ce qui manque encore, c'est une vision globale de comment repenser l'adaptation. C'est encore le parent pauvre. Et vous avez certainement entendu USAID qui a été fermé par Donald Trump, mais même dans les pays occidentaux, en France, en Allemagne. Si je puis me permettre, en France aussi, les fonds de l'AFD sont discutés quasi systématiquement. Exactement. Donc il va y avoir une tendance peut-être à ce que l'adaptation devienne encore plus un parent pauvre, et pour autant, les besoins sont énormes et les questions à se poser sont énormes. J'en ai posé une. Doit-on continuer à adapter et à supporter les communautés à s'adapter? Oui, bien sûr, mais en même temps, on doit se positionner peut-être politiquement à supporter les migrations et à entrer plus dans un plaidoyer. Donc il y a toutes ces questions qui sont présentes. Excuse-moi, peut-être que j'ai coupé un petit peu la... Non, très bien, c'était parfait. Mais vu que tu as commencé à faire un listing des types de pertes, des exemples de pertes immatérielles, je me tourne vers Sarah, pour le coup, qui, avec des expériences de terrain, est-ce que tu as des souvenirs de cas de pertes matérielles ou immatérielles, d'ailleurs, sur les différents terrains où vous intervenez? Peut-être très concrètement, là tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est Madagascar, où au sud, donc il y a les cyclones classiques, mais il y a aussi la sécheresse tout au sud. Et là, ce qu'on a, par exemple, c'est vraiment des cas où des familles entières vont devoir partir, ou alors seulement les hommes vont partir, parce que c'est eux qui ont la possibilité de choisir de partir, et de dire je vais partir dans une autre région pour en fait aller trouver du travail, ramener de l'argent à la maison, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui restent
dans les endroits qui sont invivables, c'est les femmes avec les enfants qui doivent quand même trouver des manières de survivre. De survivre, en fait, tout simplement. Et c'est même plus s'adapter, c'est vraiment, ça devient une lutte au jour le jour pour survivre. Et la première chose à faire, je crois, pour se dire comment est-ce qu'on évite ça, comment est-ce qu'on évite, surtout par rapport à des moments catastrophaux, c'est de regarder des outils qui existent, qui sont, alors je vais parler PAP, protocole d'action précoce, c'est de l'action anticipée, c'est se dire comment est-ce qu'on fait pour anticiper qu'une crise arrive. Donc ça, c'est une manière, en tout cas à court terme, de se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas toutes ces pertes qui vont avoir lieu. Donc ça veut dire prendre en compte les prévisions saisonnières, se dire si on a telle communauté qui est basée à tel endroit, on sait qu'il va y avoir des précipitations très importantes dans les prochains jours, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont pour éviter qu'il y ait une perte, par exemple, des maisons ou du cheptel, etc. Donc ça peut être déplacer en amont le cheptel dans d'autres endroits, ça peut être faire des toutes petites digues, c'est vraiment des choses minimes, hein. C'est pas des grands travaux d'infrastructure, parce qu'en fait, souvent, c'est à peut-être 15 jours avant, et puis 6 jours avant, on peut faire des choses. Donc c'est 15 jours avant, c'est hyper minime, hein. Si on imagine devoir déplacer tout un quartier ici, 15 jours avant, c'est la galère, quoi. Mais voilà, donc ça, il y a pas mal de ces protocoles d'action précoce qui existent, que ce soit par rapport à la sécheresse, par rapport aux inondations, et plus récemment aussi en développement par rapport aux vagues de chaleur, qui sont un peu des éléments qu'on ne prend pas trop en compte, mais qui en fait tuent énormément. On est dans des contextes où parfois il y a plutôt en moyenne du 45 degrés. Alors nous déjà, quand on est à 35, ça nous paraît insupportable. Mais là-bas, c'est des périodes, par exemple en Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, ça va être vraiment des périodes à 45 degrés pendant... de jour et de nuit aussi, il fait très chaud. De nuit, très très chaud, bien sûr. Et ça, c'est le tueur silencieux, en fait, c'est-à-dire qu'on n'entend pas trop parler. Mais en fait, pour des personnes vulnérables, une différence de 2-3 degrés par rapport à la moyenne qui est déjà hyper élevée, ça fait vraiment beaucoup de pertes. Et des protocoles d'action précoce tout nouveaux dans le sein du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge sur les déplacements de population. C'est-à-dire, en fait, les Croix-Rouges, surtout au niveau Afrique, sont sur les routes migratoires et savent qu'il va y avoir régulièrement à nouveau des déplacements de population parce que une inondation a lieu, par exemple, qui est en lien avec le bassin du Tchad. Donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut anticiper peut-être ces déplacements de population pour avoir de l'argent à disposition 2 semaines avant, 1 semaine avant, pour pouvoir monter déjà un camp, ramener des cliniques mobiles et pouvoir intervenir directement. Donc ça ne permet pas d'empêcher les pertes, mais en tout cas, ça permet d'anticiper, d'essayer d'en limiter un petit peu la portée, en tout cas en termes de vie humaine. Maintenant, est-ce que dans ton ONG, tu as des expériences comme ça d'action, de prévention, d'anticipation de crises qui ont été mises en place, et est-ce qu'on a peut-être un retour d'expérience post-crise de l'efficacité de ces actions ? Alors j'ai un exemple qui me vient en tête, mais qui vient directement des habitants de la localité, et pas tant via la solidarité internationale, mais je pense que c'est important de mettre en avant aussi ces actions de résilience locale positives. Donc il y a 6 mois environ, j'étais en Irak pour soutenir techniquement un projet d'adaptation au changement climatique dans le nord du pays. Et j'organisais donc des groupes de discussion, des entretiens avec les habitants des villages concernés par le projet. Et pour avoir une dimension un peu plus large, une meilleure compréhension du contexte dans le bassin versant, je suis aussi allée rencontrer des habitants d'autres villages qui n'étaient pas couverts par le périmètre du projet. Et dans ce cadre-là, je suis arrivée un jour dans un village qui semblait très récent par rapport aux autres. Et donc j'ai posé la question au départ un peu par curiosité, de comprendre pourquoi ce village était plus récent. Et en fait, il s'avère que c'est des personnes qui s'étaient déplacées quelques années auparavant. Ils vivaient dans un autre village dans le bassin versant. Et ça faisait des années qu'ils faisaient face à des sécheresses récurrentes qui réduisaient leur rendement agricole, à des crues soudaines quand il y avait des cas d'intempéries intenses. Et ils se sont adaptés pendant un temps, jusqu'à une inondation particulièrement importante qui a détruit une partie conséquente du village, qui fait qu'ils n'ont pas pu se réinstaller. Ils ont été déplacés de façon forcée. Et en fait, ils se sont dit collectivement, c'est peut-être le moment pour qu'on trouve d'autres solutions, pour qu'on s'adapte différemment, même si c'est peut-être pas ces mots-là qu'ils ont utilisés sur le moment. Et donc, ils se sont installés ailleurs dans le bassin versant, et ils ont modifié leur approche du cours d'eau. Ils ont plus cherché à le contenir, mais plutôt à le laisser prendre son cours naturel, ce qui fait qu'en fait, ils ont moins subi les inondations.
Ils ont modifié leurs techniques agricoles, leurs techniques d'irrigation. Et en fait, même si les sécheresses sont toujours présentes au niveau du bassin versant, eux, ils sont moins impactés. Ils sont plus impactés par des inondations. Et donc, on est sur un village qui a su se montrer résilient et trouver des techniques d'adaptation qui fonctionnent pour lui. Donc ça, c'est positif. Il ne faut pas oublier qu'il y a heureusement des choses qui fonctionnent. Mais je nuancerai quand même, parce que dans ces groupes de parole avec les habitants de ce village, il y a une dame qui m'a dit une chose importante et qui résonne encore, c'est qu'elle m'a dit on peut reconstruire une maison, mais on ne peut pas reconstruire un cimetière. Et effectivement, il y a, comme commençait à le dire Jérôme tout à l'heure, il y a des pertes ou des dommages qui sont irréversibles, qu'on ne peut absolument pas mesurer ou compenser financièrement. Donc nous, tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est plutôt accompagner les personnes concernées dans ce qu'elles ont subi, avec des groupes de parole, des groupes de mémoire, des groupes de décision collective éventuellement. Mais en tout cas, c'est une limite. Ce sont des actions qui demandent, au-delà du financement, du temps pour construire de la proximité et de la confiance. Très bien. Tubin, Sarah, Manon, Jérôme ont beaucoup parlé de pertes. Et je sais que chez CARE, tu travailles beaucoup sur la question de justice climatique. Comment est-ce que vous saisissez de cette question de perte et vous essayez de, je ne sais pas si je peux dire rétablir la justice, mais trouver un moyen, entre guillemets, de compenser pour les communautés internationales, notamment avec les fonds qui sont promis chaque année lors des négociations climat, les fonds de pertes et dommages et autres, j'en passe. Bon, merci beaucoup. En effet, on ne peut pas tout compenser, mais au moins on essaye de commencer le plus possible. Et les ressources financières, on a tout parlé depuis 2 ans sur le fonds de pertes et dommages, où l'on dit le fonds de réponse aux pertes et préjudices, c'est ça. Et tout le monde était tellement content. Maintenant, on a de l'argent pour compenser toutes les pertes et dommages. En effet, c'est une victoire historique, notamment pour le pays du Sud, parce que vraiment, c'est une bataille sur le triste climatique. Premièrement, c'est une reconnaissance. Comme dit Christophe au début, on a un déni. On dit on peut adapter. Mais maintenant, avec pertes et dommages, on reconnaît que il y a des choses qu'on ne peut plus adapter et on doit compenser. Donc, c'est très important. Le deuxième, c'est tout le côté triste climatique et on dit qui doit payer. Donc, c'est important sur le côté climatique parce que c'est quoi triste climatique en général? Les personnes qui souffrent l'impact du changement climatique, ce n'est pas les personnes qui contribuent à la situation qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est intristique. Et le troisième partie, c'est parce que tout le monde parlait sur le financement climat, qu'on n'a pas assez. Donc, il y a beaucoup d'espoir que le fonds pour la perte et dommages va aider à augmenter le financement climat. Donc, c'est très, très positif. Aujourd'hui, le fonds de perte de climat, et je regardais un petit peu Christophe, il a beaucoup de doutes et de défis. Premièrement, sur le côté montant, on a beaucoup de l'argent, on a estimé centaines de milliards chaque année, et aujourd'hui on a combien? Même pas 1 milliard. Donc on est très très loin de notre cible. Deuxièmement, ce reste des promesses involontaires. Donc, qui va donner quoi et qui va donner combien? Il n'a pas aucun mécanisme de contrôler, des mécanismes contraignants juridiques pour assurer que le pays qui va payer. Donc, c'est les deux points assez challenge pour ce financement. Et aussi, il y a beaucoup de questions sur le côté égalité. On a dit que tout le pays en développement doit avoir l'accès et bénéficier de ce financement, mais il faut assurer que le pays le plus vulnérable, la communauté le plus vulnérable, qui a l'accès de ce financement. Il y a aussi la question de l'accessibilité. Est-ce que c'est un financement qui va aller le côté gouvernement et qui va partir à gauche, à droite? Combien de l'argent va arriver jusqu'à la communauté qui est le plus touchée par le changement climatique? Moi, depuis des années, je travaillais dans ce domaine. Normalement, si j'arrive à garantir 30% de budget, un projet qui est vraiment arrivé dans le main de la communauté, yes, c'est victoire.
Et donc, c'est important que ce financement vraiment a l'accès direct aux communautés, notamment les communautés marginalisées. Et est-ce que je peux dire le dernier mot? Oui, vas-y. Sur le côté nouveauté et sur le côté dette, il faut assurer que c'est un financement additionnel parce que on a la possibilité juste mettre un autre, on a dit un new label in the bottle, un autre label sur notre vieille vin qui était déjà depuis des années. Et on dit c'est super dommage, mais en effet c'est aussi ODI, c'est aussi adaptation, c'est aussi atténuation. Il a le risque qui est très fort et il a des preuves. Et aussi, est-ce que c'est sous la forme de subvention ou sous la forme de dette? Est-ce qu'on est en train d'aider le plus vulnérable ou on est en train de le mettre plus vulnérable par mettre de dette dessus? Donc, je suis terminée par ça. Je pense que je passe à Christophe direct. Oui. Merci, ça va faire l'articulation aussi. Je te laisse t'exprimer, Christophe. Pas de souci. Je vais te répondre, bien sûr. Avant ça, j'aimerais prolonger aussi les cas avec un témoignage personnel, puisque j'avais fait mon terrain de thèse au Bangladesh, qui est un des pays les plus affectés par le changement climatique. Et à un moment, en regardant autour de moi, sur des terrains très plats, très bas par rapport au niveau de la mer, je m'étais dit, mais ma fille, elle ne pourra jamais venir ici. Ces territoires, ils n'existeront pas. Ils n'existeront plus, en fait, le temps qu'elle ait mon âge. Et j'avais déjà une quarantaine d'années, en fait, puisque ma thèse, je l'ai faite sur le tard. Et de fait, depuis, alors il y a pas mal de chiffres qui circulent, mais on considère qu'il y a environ 13 millions de personnes au Bangladesh qui vont être amenées à se déplacer d'ici à 2050, parce que la salinité des terres fait que ça devient impossible de cultiver du riz, même s'il y a des travaux pour avoir des nouvelles variétés de riz plus résistantes à la salinité, qui poussent plus vite en cas de cyclone, etc. Il y a une course contre la montre qui est engagée, qui est difficile. Des cas de maladaptation aussi collectifs, avec des ONG et aussi des bailleurs qui sont engagés avec le choix de cultiver, d'élever des crevettes sur ces bassins d'eau salée à la place du riz. Mais en fait, ces bassins d'eau salée s'infiltrent dans les terres environnantes, donc nuisent aux cultivateurs de riz. Donc ça produit des cycles assez négatifs. Et puis, pour rester dans les cas de Bangladesh, qu'est-ce qui est mesurable, qu'est-ce qui n'est pas mesurable, ça va détruire l'habitat des tigres du Bengale. Je ne sais pas combien ça vaut, un tigre du Bengale. Pas grand monde sait. Hein. Voilà, donc c'est assez compliqué. Comment on va lui permettre de s'adapter à cette nouvelle situation? Et puis du patrimoine culturel, aussi avec une mosquée notamment du XIVe siècle qui risque de disparaître. Et on voit énormément de cas comme ça aussi dans le Pacifique, avec des personnes qui doivent déplacer leur cimetière, certains qui estiment qu'ils n'ont pas l'autorisation des ancêtres ou la culture locale ne leur permettent pas de déplacer les cimetières, d'autres oui. Et donc des pertes immatérielles de sens, en fait, de lien avec le territoire qui sont assez prégnants. Maintenant sur le financement. Quand même. Alors, l'AFD finance l'adaptation l'an dernier à hauteur de 3,1 milliards d'euros d'engagement. C'est un chiffre qui a été en forte croissance. Moi, quand j'ai rejoint l'AFD en 2017, on était plutôt autour de 400 millions d'euros, donc on a multiplié quand même très largement les volumes d'adaptation. Ça reste forcément insuffisant, puisque le rapport Adaptation Gap Report de l'UNEP mentionnait qu'au global, on est environ à 28 milliards d'euros l'an dernier de financement sur l'adaptation et qu'il en faudrait beaucoup, beaucoup plus. Petite question dans la question, est-ce que c'est du don ou c'est de la dette? Alors, sur les deux chiffres, c'est les deux cumulés. Effectivement, je reviendrai sur cette question à la fin. Le gap est assez énorme, puisque même si on a eu au global en fait 28 milliards d'euros 28 milliards de dollars de financement adaptation, l'UNEP estime qu'il faudrait plutôt autour de 180 à 380 milliards de dollars par an pour faire face. L'UNEP, Programme des Nations Unies pour l'environnement. Voilà, merci. Et plus précisément sur le fonds pertes et préjudices, qui est effectivement de manière très judicieuse différente des parties adaptation, puisqu'on peut considérer que c'est
ce qu'il arrive au-delà des capacités d'adaptation, même s'il y a un continuum, et l'AFD travaille sur un continuum entre développement, réduction des risques de catastrophe, adaptation et perte et préjudice. Mais ce fonds perte et préjudice, il y a eu une promesse de 760 millions d'euros, donc qui est très insuffisante et qui reste des promesses, avec une centaine de millions d'euros provenant de la France, et pour l'instant des financements qui sont plutôt effectifs à la hauteur de 250 millions d'euros. Donc il y a effectivement des efforts à produire, en gardant en tête aussi que ces chiffres qui restent la métrique de l'adaptation, puisqu'on a du mal à évaluer aussi la qualité de ce qui est fait avec cet argent, ces débats sur les chiffres masquent beaucoup de choses dont on a parlé là, et aussi du caractère effectif ou pas des projets qui sont réalisés avec ces financements. Là-dedans, effectivement, l'AFD est une banque de développement. C'est le choix que la France a fait de longue date. Il y a un historique de l'AFD qui peut être très, très intéressant. Ça a été une sorte de banque de France au départ, en 1944, au moment où il y avait la Banque de France était occupée à Paris. Et une institution qui s'est progressivement transformée et qui est restée néanmoins une banque, avec une partie de financement qui reste insuffisant, mais qui permet aussi des collaborations avec l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Et autant précédemment, j'étais, comme vous, assez critique des prêts. Et depuis que je travaille à l'AFD, je vois aussi la vertu des prêts. Alors, même si, effectivement, il y a une attention à avoir par rapport au risque de surendettement, et c'est une responsabilité conjointe entre les pays et l'AFD et les autres bailleurs, la Banque mondiale et les autres, pour ne pas dépasser les limites de capacité d'endettement, et en suivant la doctrine Lagarde. D'autres acteurs aussi produisent des prêts qui sont moins contrôlés et du coup qui induisent des crises de surendettement et sur lesquelles on a moins de capacité de dialogue, à la fois des acteurs privés ou d'autres pays qui produisent des prêts et qui ne suivent pas forcément la doctrine Lagarde. Mais si je comprends bien ton propos, tu dis en gros finalement, de fait du prêt pour l'aide au développement, ou en tout cas la réponse à l'urgence, notamment avec le changement climatique, c'est pas si mal finalement, et qu'elle comprendrait mieux, mesdames, si elle rejoignait l'AFD. Et pourquoi ton avis finalement a changé sur la question ? C'est tout à fait complémentaire en fait, parce que j'avais travaillé en ONG précédemment, et en fait il y a énormément d'apports sur le terrain, dans des territoires, on va dire, relativement circonscrits, et avec des difficultés à monter en échelle. Et c'est le cas souvent quand même de beaucoup de projets d'ONG. En fait, on a du mal à monter en échelle et on a du mal à partir. C'est les fameuses stratégies de sortie. Une fois que le financement s'arrête, comment on passe le relais aux structures locales ? Et c'est là où il y a une complémentarité avec des acteurs comme l'AFD qui essaient d'opérer à un niveau plus structurel pour renforcer les capacités des acteurs locaux à différentes échelles, depuis les ministères jusqu'aux gouvernements locaux, conjointement avec les ONG, pour pouvoir avancer ensemble. Les prêts permettent des types de projets qui sont très différents. Si on veut financer des systèmes d'irrigation à grande échelle, en prenant en garde à ce que ça ne soit pas de la maladaptation par ailleurs, ce sera plutôt via des prêts plutôt que des dons. Pour des infrastructures plus résilientes, ce sera aussi plutôt des prêts. Donc il y a vraiment des types de projets qui sont très différents et qui sont complémentaires. Sur l'échelle locale, où effectivement il y a seulement 10% des financements globaux climat qui arrivent à l'échelle locale, c'était une étude de IIED, International Institute for Environment and Development. C'est quelque chose sur lequel l'AFD travaille aussi, puisqu'on est la première banque de développement à avoir signé les principes Locally Led Adaptation, donc c'est 8 principes qui ont été signés par une centaine d'organisations, des think tanks, des ONG, mais pas de banque de développement avant l'AFD, avant la COP28, et qui engagent un mouvement interne, alors à la fois qui démarre, mais qui nous incite aussi à s'attacher beaucoup plus précisément à l'échelle locale et à s'assurer que les gouvernements locaux soient plus impliqués sur ces enjeux d'adaptation. J'ai une question concrète pour toi. À l'AFD, vous avez plusieurs programmes d'aide au développement, d'aide à l'adaptation. Je pense notamment au programme Adaptation. Très concrètement, quand des sommes sont débloquées, quel est le cycle de vie
du budget qui est débloqué de l'AFD jusqu'aux populations locales? Comment est-ce que ça transite? Et éventuellement, quelle est la capacité des communautés finalement à pouvoir cocher toutes les cases pour débloquer de l'argent? Parce que j'imagine bien qu'il ne suffit pas de se pointer en disant bonjour, on a des problèmes, donnez-nous de l'argent. Mais finalement, les communautés dont on parle, les communautés qui ont été présentées précédemment, c'est des communautés, parfois il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Oui, le programme d'adaptation était un peu différent parce que ce n'était pas un guichet sur lequel on pouvait proposer des projets, puisque c'était plutôt un projet qui... c'est toujours un projet, ce qui existe. Je le dirigeais précédemment, c'est pour ça que j'ai tendance à le mettre au passé, mais il existe encore. Articulé au travers d'un triptyque, comprendre, planifier, investir, avec des parties recherche, avec des parties de soutien au dialogue de politique publique et avec des parties de financement d'études de vulnérabilité ou études de faisabilité pour des projets de l'AFD. Ta question est plus précisément comment on s'assure que les plus vulnérables puissent bénéficier des financements. Je précise, surtout dans des États où il n'y a pas forcément la transparence ou la bienveillance entre les dirigeants et les populations vulnérables. C'est un problème assez épineux, puisqu'il y a une partie qui va passer par les ONG internationales et les ONG locales, parmi lesquelles les plus intéressants, moi, que j'ai vu récemment dans le Pacifique, une ONG qui s'appelle Live and Learn, fonctionne un petit peu comme le CCFD Terre Solidaire ici, c'est-à-dire que c'est une organisation qui capte de l'argent, puisque les personnes qui ont envie de financer des projets dans le Sud ont confiance dans cette ONG, et cette ONG s'assure de faire rien, entre guillemets, elle-même, mais elle s'assure que cet argent est bien délégué à des ONG de confiance sur le terrain, avec un système de contrôle qu'elle opère, et avec une délégation très très fine, jusqu'aux plus petits villages des plus petites îles du Pacifique. Donc il y a ces systèmes-là très vertueux qui existent. Après, effectivement, pour les grands fonds, je pense au Fonds vert pour le climat par exemple, c'est extrêmement difficile pour les communautés d'y avoir accès, c'est difficile pour les ONG aussi, parce que ces grands fonds ont des devoirs de redevabilité et donc une série de contraintes de redevabilité et d'administration. Très concrètement, exemple qui sont, il y a un canal pour des projets de moins de 10 millions d'euros, auxquels je suis sûr que vous pouvez vous abonder, vous êtes des entités accréditées. Et donc c'est un enjeu pour les ONG de faire remonter ces besoins et de créer des projets d'échelle qui vont pouvoir abonder à ces fonds verts. Mais effectivement, ça demande de multiples intermédiaires qui ont chacun leur propre coût et qui doivent chacun pouvoir s'assurer que les euros dépensés correspondent bien à ce qui avait été promis au fond. Donc, ça engage effectivement beaucoup trop d'administration au goût de tout le monde, mais pour l'instant, ça paraît assez indépassable. Mais on est d'accord qu'aux yeux de tout le monde, c'est pas optimal. Pour autant, on ne questionne pas plus que ça le fonctionnement actuel. Et donc, on a des fonds, on ne les débloque pas parce que les personnes qui en ont besoin, qui sont éligibles finalement, n'ont pas les capacités de monter les dossiers qu'il faut. Et finalement, statu quo depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est quoi l'horizon? On reste comme ça ou il y a des motifs d'espoir? Le fonds perte et préjudice a beaucoup de lobbying en fait, de plaidoyer pour effectivement qu'il y ait des fenêtres beaucoup plus ouvertes aux populations les plus vulnérables. J'attends de voir comment ça va se passer, parce que même si c'est tout à fait insatisfaisant, les différentes contraintes d'acteurs, mais y compris ici en fait, puisque tu l'as rappelé, l'AFD est dans un contexte de budget contraint au niveau français, et de plus en plus contraint, qui se comprend. Enfin, c'est assez, voilà, dans les arbitrages de budget de la France, c'est la question de financer le Zambèze plutôt que la Corrèze, pour reprendre des vieilles expressions de Jacques Chirac, va se reposer de plus en plus, et c'est une question saine. Et c'est aussi à nous de démontrer que les actions qu'on finance sur le terrain sont effectivement pertinentes. Dans ce contexte-là, voilà, j'attends de voir comment le fonds perte et préjudice va pouvoir opérer. On a effectivement la chance d'avoir l'un des présidents, le co-chair en fait, du fonds perte et préjudice, qui est un ambassadeur qui est français,
et puis l'ancienne directrice climat de l'AFD, qui est maintenant aussi dans les structures opérationnelles. Donc on peut aussi relayer en fait ces demandes-là auprès d'eux, et ils ont été très très moteurs effectivement pour essayer de convaincre que ces fenêtres étaient pertinentes. Merci Christophe. On a beaucoup parlé des, entre guillemets, problèmes, mais j'imagine que vous, les ONG de terrain, vous ne vous limitez pas aux problèmes et vous essayez quand même de faire face, de trouver des solutions et vous mettez en place des choses. Tuibin, par exemple, comment vous faites chez CARE ? Malgré toutes ces contraintes d'accès au financement, de millefeuilles administratifs, de contraintes de ceci, de cela, vous faites quand même des choses, rassure-moi. Oui, quand même. Chez CARE, on a un projet, on a un ONG avec le président dans centaines de pays et le trustee climatique, et on est très fiers de dire chez CARE, on travaille sur le trustee climatique. On a des programmes dans, je pense, 64 pays et on vise d'ici 2030 pour renforcer la capacité d'adaptation de 25 millions de personnes, notamment les gens pauvres et marginalisés, notamment les femmes et les filles. Et pour le faire, on travaille de 3 voies principales. Premièrement, évidemment, travailler directement avec la communauté, renforcer la capacité via toute la capacité de financière, la capacité d'information. Parce que si on n'a pas d'infos, on peut faire pas grand-chose. Mais aussi, on travaille beaucoup, comme parlait avec Christophe, sur le côté société civile. Et quand tu parles sur le côté de exit strategy, c'est ça, il faut qu'on renforce le système sur place. Donc, chez CARE, on n'a jamais travaillé direct. On travaille toujours avec les partenaires locaux. Parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui vont rester avec la communauté. Donc, on a toujours travaillé avec la société civile, renforcement même des sociétés civiles formelles et informelles. Dans beaucoup de pays, ça n'existe pas d'associations très, très formelles. On travaille avec des groupes de femmes. Et aussi, le deuxième tiers, la deuxième voie, c'est tout le côté de plaidoyer. Donc, je peux prendre l'exemple d'un projet d'ailleurs financé par l'AFD qui s'appelle She Grows the Future. C'est elle qui construit l'avenir. Un projet dans 6 pays, 3 en Asie et 3 en Amérique latine. Et ce projet, on travaillait au niveau communautaire, par exemple, à Équateur. C'est un pays avec un phénomène très classique pour le changement climatique, c'est la diminution des glaciaires. Classique. Et c'est-à-dire quoi, la diminution glaciaire auprès de la communauté? C'est-à-dire on perd un petit peu de glace, c'est-à-dire il y a moins de la pluie. Il y a augmentation de la sécheresse, il y a érosion de la terre, et c'est-à-dire la perte de culture. Le problème de l'insécurité alimentaire est très grave. En plus, toute la question de socio-économique, on a parlé tout le côté de droits fonciers, tout le côté d'accès au crédit, tout le côté des emplois précaires, notamment dans les femmes. Donc nous, on travaillait sur des écoles agroécologie pour développer toutes les pratiques agriculteurs résistants au climat. On travaillait beaucoup sur aider la population à développer des petites et moyennes entreprises pour créer un environnement favorable. Donc c'est important pour travailler sur que ce n'est pas directement avec la population, mais aussi les gens autour de eux. Et on travaillait beaucoup sur le côté plaidoyer. Et parler sur le côté plaidoyer, je voudrais aussi parler sur le côté décolonisation. Pardon, je ne suis pas française. Et c'est sur tout le côté l'accès au financement. On parlait sur des règles, des normes, des financières. C'est la règle de qui? C'est qui a imposé toutes ces règles? Est-ce qu'on peut trouver une façon qu'on peut financer nos populations sans imposer trop de règles de chez nous? Donc c'est important, chez CARE, on travaillait sur monter les voies de la population auprès des bailleurs du fonds, auprès de financement, pour assurer qu'eux, ils ont la possibilité de participer dans la prise de décision, notamment aussi le financier. Et on a travaillé avec le Stockholm Economic Institute pour avoir une recherche assez intéressante, si vous avez la chance de regarder, sur la participation des femmes dans la prise de décision liée au climat. Et c'est très, très intéressant, on a parlé beaucoup de ça, mais juste regardez les photos, tous les COP, vous voyez 2 ou 3 femmes dans la délégation chez COP. Ici, je suis très content, au moins on est assez équilibré. On est exemplaire chez les Shifters. Exactement.
Mais ça, c'est donc tout niveau, global, national, province, même au niveau maison. C'est l'homme qui décide qu'est-ce qu'on va planter, si on vend le terre ou pas, qu'est-ce qu'on va acheter. Donc ça, c'est intéressant de voir tout ça et comment on peut changer toutes les chaînes. C'est le travail chez CARE. Merci. Très bien. Sarah, vous aussi, vous travaillez à la Croix-Rouge française en réseau avec différents acteurs, notamment des acteurs des terrains. Comment vous faites pour faire avec les contraintes que Christophe présentait précédemment ? Ouais, donc tu parlais du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, et ça, je pense que c'est déjà une assez grande force dans le sens où en fait, il y a des sociétés nationales Croix-Rouge ou Croissant-Rouge dans quasiment chaque pays dans le monde. Donc c'est une force, et ça veut dire que ces sociétés nationales, elles ont à chaque fois aussi des centaines, des milliers de volontaires qui travaillent au plus proche des communautés. Et ça, je dirais que c'est la première force, on va dire, du mouvement Croix-Rouge, parce que ça permet de vraiment faire circuler à un niveau très local, d'être très très proche des communautés et de pouvoir avoir un impact direct. Donc ça, c'est mon plaidoyer, c'est de dire on va continuer à travailler avec cet outil qui est assez puissant. Après, en termes d'action concrète, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi sur les premiers secours. Premiers secours aussi psychologiques. On parlait beaucoup des pertes immatérielles et en fait, former les communautés, les bénévoles qui travaillent dans les communautés à savoir accueillir en fait les traumas, savoir accueillir la manière dont les gens se sentent après une catastrophe, c'est hyper important. Très récemment, c'était plutôt au Maroc avec le tremblement de terre. Il y a beaucoup d'appui sur comment répondre au traumatisme engendré par ces catastrophes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue. Premier secours et climat, et premier secours et soins psychologiques. Également, je pense qu'une des forces qui est permise par le mouvement, c'est qu'en fait, on a plein de sociétés qui sont touchées par des risques très similaires. Donc il y a une possibilité de faire circuler les informations, de faire circuler les solutions. Les retours d'expérience. Ouais, et typiquement, par exemple, le programme 3 Océans, qui est aussi financé par l'AFD. Comme quoi, ils ne sont pas si méchants. Ouais. En tout cas, ça permet d'avoir au niveau des Caraïbes, océan Atlantique, océan Indien et aussi Pacifique Sud. En fait, on a les mêmes, c'est pas nommé pareil, ça va être cyclone, ouragan, typhon, mais en fait, c'est les mêmes types de risques. C'est des petits États qui vont avoir cette problématique de submersion marine, etc. Donc, on peut vraiment faire circuler de l'information, faire circuler de la connaissance et des solutions. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis, renforcer localement, je pense, c'est Bin qui parlait de ça, de vraiment renforcer les structures et la résilience des communautés au niveau local, parce que c'est elles, au final, qui sont maîtres de leur destin, même si nous, on essaye d'intervenir, de faire rajouter des fonds, de faire un peu l'intermédiaire, on va dire, entre ces sources de financement et la possibilité d'agir localement. Et donc là-dessus, ça peut être des greniers communautaires, c'est des choses qui existent en fait déjà, mais qui permettent à une communauté d'être résiliente de base. Donc en cas d'inondation, d'avoir quand même un grenier qui permet d'avoir de quoi se nourrir pendant un certain temps. Également, travailler avec la nature autour de soi. Je pense qu'on le sait tous de plus en plus qu'il faut qu'on travaille avec les écosystèmes autour de nous. Et ça, c'est quelque chose, on parle de solutions fondées sur la nature. Je pense que niveau Croix-Rouge, c'est compliqué techniquement de vraiment mettre ça en place parce qu'on n'a pas cette expertise. Mais en tout cas, on travaille avec des communautés qui peuvent commencer à se dire ok, je fais des petits travaux de mitigation pour justement éviter qu'il y ait des inondations. Je replante des arbres un peu autour de chez moi pour éviter le risque pareil de fortes tempêtes. Ou alors, je travaille avec les coraux qui sont au final à la fois une source de revenus en maintenant un système biodiversité intéressant, mais aussi une protection contre les cyclones ou les vagues qui peuvent arriver en cas de tempête. Donc ça, en fait, continuer à travailler avec la nature et pas perdre espoir, je pense que c'est important. Et puis, si je peux me permettre de faire passer un dernier message, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même tout ce qui est mitigation, donc atténuation. En fait, nous, en tant que personnes ici dans cette salle, on a quand même un pouvoir potentiellement de plaidoyer ou en tout cas de contribuer à ne pas contribuer aux causes du changement climatique. Donc, on peut essayer de s'adapter, de faire des pertes et préjudices, mais quand même, l'objectif principal, c'est d'arrêter le changement climatique. Merci Sarah. Maintenant, chez Solidarité Internationale, vous aussi, vous avez une approche de la solidarité qui est, alors certes formelle via les États, ainsi de suite, mais vous avez aussi des méthodes d'action plutôt informelles et en proximité des populations locales. Oui, tout à fait. Je vais faire un petit pas de côté par rapport à la solidarité internationale dans son concept macro, on va dire. Il faut garder en tête que les sociétés dans les pays en développement n'ont pas attendu les acteurs de la solidarité internationale pour s'adapter, évidemment, même s'ils atteignent parfois, dans certaines zones, des limites à cette adaptation.
Mais même en cas d'atteinte des limites de l'adaptation, c'est finalement rarement les acteurs de la solidarité internationale qui sont les premiers filets de sécurité ou filets sociaux. C'est plutôt une solidarité de proximité, comme tu le disais, une solidarité plus informelle. Je vais essayer de vous redonner un exemple concret dont je n'ai pas été témoin directement, donc j'espère ne pas vous dire de bêtises. Mais donc l'ONG dans laquelle je travaille, Solidarité Internationale, a des programmes au Nigeria. Et nos équipes se sont rendues dans une nouvelle zone dans laquelle on ne travaillait pas encore. Et ont rencontré les habitants d'un village qui, 6 mois ou 1 an auparavant, avait connu un épisode d'inondation relativement important qui avait décimé une partie du bétail. S'en était suivi une épidémie qui avait décimé une autre partie du bétail. Et donc il y a des personnes qui avaient tout perdu et qui, du fait des limites économiques dont on parlait tout à l'heure, n'ont pas pu continuer à s'adapter, ont vraiment atteint leurs limites d'adaptation. Mais il restait des personnes dans ce village qui, elles, avaient encore une partie de leur bétail ou l'intégralité de leur bétail et qui ont donné certains couples reproducteurs pour aider à la relance de leurs voisins, globalement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le réarmement démographique. Voilà, exactement. C'est un bel exemple de réarmement démographique au niveau local. Et donc ça fonctionne bien. Évidemment, c'est une solidarité qui existe. Pas toujours, c'est pas forcément systématique parce que ça reste un pacte social. Là, je sais que j'ai la possibilité de t'aider cette fois-ci. J'espère que tu m'aideras la prochaine fois, mais peut-être que tu n'en auras pas la possibilité. Et en fait, ça ne couvre pas l'ensemble des besoins. Ces couples de reproducteurs qui ont été donnés, c'en est quelques-uns, ça va prendre du temps pour reconstruire tout un cheptel, mais c'est un exemple. Et du coup, les acteurs de solidarité internationale, face à ça, finalement, il faut peut-être plus qu'on se considère uniquement comme des opérateurs qui sont là pour la reconstruction des logements, la réhabilitation de champs agricoles, de réseaux d'eau potable, etc. Mais peut-être aussi comme potentiel appui à ces structures de solidarité informelle, si je peux dire structure d'ailleurs. Donc peut-être à la création, à la structuration de cette solidarité de proximité, en appuyant la mise en place de comités de quartier, de comités de gestion des risques climatiques, ce genre de choses. Et ces comités, en fait, une fois en place, ils peuvent eux-mêmes mener une analyse des risques, vraiment au niveau local, avec les limites, les contraintes locales, les besoins locaux, et ensuite décider eux-mêmes comment essayer de s'adapter au mieux. Et donc ça sort un peu de ce qui arrive souvent et qui est une dépendance assez continue à la solidarité internationale, à l'appui via la solidarité internationale. Donc ça, c'est une approche possible, c'est un levier d'action qui est intéressant, c'est d'envisager les acteurs de solidarité internationale non pas uniquement comme des opérateurs, mais peut-être aussi comme des acteurs d'appui à la médiation sociale et environnementale. Absolument. Jérôme, pour finir, tu disais tout à l'heure que le groupe URD est un think tank qui pose des questions. Et j'imagine que la question des capacités d'action des ONG internationales sur les terrains, déjà en termes de financement, mais aussi en termes d'effectivité de leurs actions et de pérennité dans le temps, c'est des questions que vous vous êtes posées. Alors, j'imagine bien que vous avez quand même essayé de réfléchir aux solutions, éventuellement pour faire du lobbying, pour que derrière des décideurs comme l'AFD, je ne regarde évidemment pas Christophe, puissent faire changer des choses. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça ? Est-ce que vous avez des réflexions que vous avez menées et quelles sont vos conclusions ? D'abord, on fait une analyse de comment le changement climatique impacte le milieu humanitaire. En fait, c'est vraiment un impact systémique, en fait. Les besoins changent. Il y a de plus en plus de besoins, des besoins autres, des besoins en cascade. Donc, on a un cyclone, après on a une épidémie, après on a des déplacements. Et les ONG n'ont jamais pu répondre à tous les besoins, et ça va être encore moins le cas, surtout qu'il y a moins d'argent sur la table. Et puis, les politiques... vous avez compris, changent dans tous les pays occidentaux. Donc, en fait, le milieu humanitaire est un peu sur la sellette. On nous questionne, est-ce que vous êtes utile ? Donc ça, c'est les aspects négatifs. Mais il y a aussi des aspects positifs. On parle de plus en plus de localisation. Les acteurs locaux ont des vraies capacités, ils connaissent bien leur contexte. Ils sont peut-être pas encore qualifiés pour recevoir de façon directe l'argent des bailleurs de fonds, mais ils ont des vraies capacités.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces acteurs locaux, par exemple, il y a quelques semaines, il y avait l'Humanitarian Forum. Les acteurs locaux, ce qu'ils ont dit, en fait, ils se demandaient aux ONG internationales de faire du plaidoyer pour pousser leurs États à répondre à leurs engagements. Ils ne demandaient pas forcément plus d'assistance, même si l'assistance est nécessaire, mais vraiment ils demandaient aux acteurs internationaux de faire du lobbying, en fait, et pas de l'assistance, parce qu'ils se sentent en capacité d'agir. Donc ça, c'est un point important. Donc en fait, il y a une question qui se pose maintenant pour les ONG internationales. Est-ce qu'ils doivent rester comme opérateurs techniques, sauver des vies, ce qui est tout à fait nécessaire, il n'y a pas de question à se poser là-dessus, ou est-ce qu'ils doivent se politiser et être dans le plaidoyer? Et en fait, nous, ce qu'on pense au groupe URD, on n'est pas le seul à le penser, c'est qu'il va y avoir un peu une polarisation du système humanitaire, à savoir des ONG qui vont rester dans la neutralité politique et faire de l'action humanitaire telle qu'on l'entend, telle qu'on l'a toujours fait, et c'est très très bien. D'autres ONG vont se politiser et vraiment appuyer pour que les choses changent. Et il y a des ONG qui vont faire les deux. Si ce sont des grosses ONG, je pense peut-être à CARE, que vous faites encore les deux, la Croix-Rouge française quelque part aussi. Mais il y a d'autres ONG qui sont beaucoup plus petites, n'auront pas cette capacité de faire à la fois le travail de terrain et le plaidoyer international. Donc il va y avoir un peu une polarisation, on va dire, surtout dans le contexte politique dans lequel nous sommes. Comme je le dis, nous sommes sur la sellette aux États-Unis. USAID vous a fait perdre, pas qu'à vous, mais à plein d'ONG. 60 milliards par an, c'est quand même un gros trou dans la raquette, quoi. Donc il y a un appel pour DG ECO, donc l'Union européenne, de venir quelque part mettre un peu plus dans la balance, mais bon, il ne faut pas se leurrer, quoi, ça va être difficile. Donc il y a tout ça. Et puis il y a aussi, quand je dis ça, il faut reconsidérer l'aide. Et il y a aussi, on parle de nexus développement humanitaire, on en a parlé, ça fait 20 ans qu'on en parle. Mais face au changement climatique, il faut que ça se fasse, quoi. C'est une obligation, quoi. Il faut travailler de pair. Sarah a parlé des approches anticipatoires où on va pouvoir prévoir à l'avance des dégâts, des catastrophes. Donc ça veut dire qu'il faut développer des nouveaux partenariats. Il faut parler aux scientifiques, aux météorologistes. Les ONG ne savent pas encore faire ça trop. Quelques-unes, la Croix-Rouge française, CARE, Solidarité internationale commence à le faire, mais c'est à nouveau... Les scientifiques du climat ont un autre langage, les climatologues ont un autre langage. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je travaillais encore pour la Croix-Rouge allemande, au Vietnam, on faisait de l'approche anticipatoire. Il y avait un bureau de la Croix-Rouge qui était à 200 mètres du centre météo. Ils ne s'étaient jamais parlé. Jamais. Mais à cause du projet d'anticipation qu'on a mis en place, ils commençaient à se parler. Donc ça, c'est des partenariats à faire qui n'existaient pas. Donc c'est une nouvelle façon de travailler. Les ONG doivent penser à ça. Maintenant, tu parlais, ou c'était toi Sarah, des approches basées sur la nature. Donc là, c'est essayer de voir comment les écosystèmes qui nous offrent tout un tas de fonctions, dont la protection contre les désastres, par exemple un récif corallien ou une mangrove vont protéger des cyclones. Là aussi, les ONG doivent apprendre à travailler avec ces gens-là, ces écologues. C'est une autre façon de travailler. Et nous, les humanitaires, on travaille surtout sur des pas de temps d'1 an, 2 ans. L'adaptation avec les solutions basées sur la nature, on parle de décades. Donc il faut repenser la façon de travailler. Donc il faut repenser techniquement, mais aussi se repenser. Doit-on se positionner politiquement, faire aussi de l'humanitaire de terrain, certainement les deux, mais comment on se positionne? Il y a toutes ces questions à se poser. Et en fait, le milieu humanitaire ne se saisit de la question que maintenant. Et ça, c'est une autre chose, je pense, dont on va parler, c'est que le changement climatique va très vite. Et nous les humains, et pas seulement le milieu humanitaire, on n'apprend pas si vite que ça. Et on a tendance à apprendre après coup. Tandis que maintenant, il faut apprendre et capitaliser, il faut apprendre en marchant, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau, parce qu'on a tout un tas de systèmes de monitoring, de suivi et d'évaluation dans les ONG, surtout pour la comptabilité, la redevabilité, ce qui est fantastique. Bon, on l'a un petit peu moins pour l'apprentissage. Et là, il faut apprendre en continu, apprendre et partager. Donc, il faut vraiment qu'on se repense la façon dont on travaille et voir si, justement, notre rôle n'est pas plutôt un vecteur entre les communautés, qui font déjà énormément de choses, sachant qu'on ne pourront pas répondre à tous les besoins, et ramener aussi, je voudrais, peut-être qu'on va ouvrir là-dessus, mais ramener aussi cet apprentissage en France. Parce que tout cet aspect communautaire, entraide, qui existe dans les pays en développement, il existe un petit peu moins chez nous.
Et il ne faut pas se leurrer. Même nous, dans nos pays dits développés, on a nos limites d'adaptation. Si nous avons une roya chaque année, la France est mal, quoi. Moi, je ne suis pas météorologiste, c'est plutôt toi, Nelson. Mais, Je suis animateur. Animateur et météorologiste. Mais bon, il se peut que nous ayons des épisodes comme la roya chaque année. Comment fait-on ? Donc, il y a tout un apprentissage du Sud, des Suds, que les ONG internationales peuvent véhiculer, ce savoir-faire de participation, de mise en commun, des connaissances, qui, à mon avis, est aussi le futur. Donc, on veut être optimiste. Je pense que c'est difficile, mais face à l'adaptation au changement climatique, il faut que le système humanitaire se repense en profondeur et pas juste quelques projets pilotes. Il faut vraiment se remettre à penser et voir comment on peut travailler différemment. C'est un devoir. Il ne faut pas que la transformation soit vécue, mais qu'au contraire, on soit acteur. Et qu'on soit humble aussi. L'humanitaire, c'est juste un secteur. Il faut travailler avec les municipalités et les gouvernements. Je vois que tu me fais oui, je suis un peu trop long, c'est ça ? Non, je voulais juste dire que je vous propose d'arrêter les échanges sur ces paroles. Merci mesdames, merci messieurs. J'imagine que le public a pris du plaisir. Et je vais inviter le très charismatique Sébastien à nous proposer les questions qui nous sont remontées du public. Merci pour vos regards éclairants. Merci à la salle pour l'ensemble de vos questions. J'ai essayé de les compiler, d'en faire des super questions. Et je vous propose, il n'y a aucune question qui est nommée, donc prenez le micro, sentez-vous libre. Première question. D'où vient le fonds pertes et préjudices ? Depuis quand il existe ? Qui l'a créé ? Et que faire face aux pays qui ne respectent pas leurs promesses ? Tubine. Oula. Je suis plutôt une personne programme qu'une personne de plaidoyer, mais le financement perte et dommages, ça a commencé la discussion il y a 10 ans. Et je pense exactement à Sharm el-Sheikh. C'est le moment que le fonds... Sharm el-Sheikh, c'est la COP qui a eu lieu en Égypte il n'y a pas très longtemps. Oui, la COP 27. Oui, juste avant, l'année dernière, c'est 28, donc c'est 27. Dans le COP 27 à Sharm el-Sheikh, je pense que c'est aussi intéressant parce que c'est dans un pays pétrole, on peut dire. Mais il y a un poussée assez forte de le pays d'avoir cette fonds qui a déclaré et confirmé à Sharm el-Sheikh en COP 27, donc il y a exactement 2 ans. Mais comme c'est assez nouveau, donc c'est l'idée, il y a des discussions sur les engagements, mais comment l'opération de cet financement, c'est en cours de discussion, et on a en effet la construction de cet financement, il a des bonnes consultations avec des ONG. Donc nous aussi, on a bien participé et on a la possibilité de monter les voix de la population sur la construction de ce financement. Donc c'est aussi une bonne volonté de côté le bailleur du fonds. Christophe, je ne suis pas sûre si tu voudrais parler un petit peu sur peut-être des événements qui vont venir dans cette année, notamment à COP 29 et aussi à Bonn. Oui, et puis pour répondre à la question de qu'est-ce qui se passe pour les pays qui ne respectent pas leurs engagements, pour l'instant, il ne se passe rien, tout simplement. C'est aussi, alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais juste pour décrire comment ça se passe, le fonds pertes et préjudices aussi, c'est le énième fonds qui existe. Il y a l'Adaptation Fund qui a été créé en 2001, le fonds vert pour le climat qui a été créé après la COP 15 de Copenhague, COP 16 à Cancun, donc 2009-2010. Il y a divers fonds, le Special Fund pour les pays les moins avancés, etc. Donc vous avez une architecture très compliquée. En fait, à chaque fois qu'il y a des tensions dans les négociations, il y a un moment où on crée une nouvelle structure, un nouveau fonds. C'est le défaut en fait de ces COP qui sont récurrentes, qui ont plein de vertus, plein de limites, mais on a tendance du coup à empiler plein de choses. Donc le fonds pertes et préjudices, il aura aussi la nécessité de montrer en quoi il est différent
des autres fonds et en quoi il est différent aussi pour la première fois des financements humanitaires. C'est la jonction en fait dont on parlait entre l'humanitaire et le développement. Pour la petite histoire aussi, je ne peux pas résister au fait qu'autour de 2007-2008, quand moi je parlais de changement climatique à mes amis humanitaires, ils me répondaient ouais, c'est intéressant ce que tu nous dis, mais ce n'est pas notre métier. Changement climatique, c'est Greenpeace. Et du coup, ça a changé, alors très progressivement, et certes pas suffisamment vite, et le changement climatique va plus vite, les impacts vont plus vite que nos propres capacités, mais il y a quand même un changement qui s'est opéré, et cette thématique des pertes et préjudices, c'est vraiment le lien entre les deux communautés qui restent assez séparées. Merci bien. Les populations les plus touchées sont-elles condamnées à devenir nomades ? Sommes-nous à l'aube de grandes pertes humaines ? Et à court terme, quelles seront les populations les plus touchées ? Je profite d'avoir le micro pour une toute petite partie de réponse plus positive. Je parlais du Bangladesh, avec ces mouvements de population qui sont, alors c'est pas anticipés, mais en tout cas qui sont craints, avec des millions de personnes qui vont être appelées à bouger. Il y a déjà l'Inde qui a construit un mur pour limiter les migrations, et pour l'instant, les migrations partent des campagnes pour faire court aux zones urbaines. Donc il y a un mouvement qui est en cours alors je vais essayer de faire l'acronyme sans l'écorcher, Climate Migrant Friendly Cities. Des villes qui pourraient accueillir mieux les migrants au Bangladesh. Donc c'est un centre de recherche qui s'appelle ICAD, avec une grande figure qui s'appelait Salimul Huq, qui était une des grandes figures de l'adaptation en anglo-bangladais, qui avait lancé cette idée-là. Et ça, c'est à la fois assez évident, et en même temps, bien sûr, ça pose énormément de questions, parce que ces villes mêmes qui ont leurs propres contraintes socio-économiques, auxquelles on rajoute une discussion pour accueillir des nouvelles personnes, c'est très compliqué. Donc ça, c'est au niveau local, et quand on imagine les mêmes phénomènes au niveau international, ça va être encore plus compliqué, y compris, peut-être dans les points positifs, je crois que c'est la décision de l'Australie d'accueillir potentiellement des réfugiés climatiques des petits États insulaires environnants, mais c'est pareil, ça pose énormément de questions. Voilà, je vais laisser la parole peut-être aux autres. Juste un petit ajout peut-être par rapport à l'Afrique, qui je pense va être quand même le continent le plus concerné par tous ces déplacements de population. En fait, c'est déjà le cas depuis longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, au Kenya, je n'ai pas les chiffres en tête, mais le Kenya accueille en ce moment même énormément de réfugiés déjà, et ce depuis une dizaine d'années. En Ouganda, je crois que c'est 1,6 million de réfugiés. Au Cameroun, également, ils accueillent énormément de réfugiés. Donc, en fait, les déplacements internes sur les continents sont déjà énormes. Et c'est peut-être une chose dont nous, on ne se rend pas trop compte, parce qu'on voit juste les réfugiés, quelques réfugiés qui arrivent à parvenir jusqu'en Europe, avec toute la situation aux frontières qu'on connaît. Mais en fait, des déplacés climatiques, il y en a déjà énormément, souvent en interne des continents. Et du coup, par exemple, au Cameroun, il y a vraiment une politique plutôt favorable à l'accueil des réfugiés. Donc, c'est les pouvoirs publics qui disent nous, on est prêts à ouvrir nos frontières, on veut bien que les gens viennent. Par contre, est-ce qu'on a la capacité de donner des conditions de vie dignes et stables ? Ça, c'est encore une autre question. Donc, je crois que là-dessus, il va y avoir quand même la question de comment est-ce qu'on renforce, s'il y a ces pays qui sont potentiellement volontaires, comment est-ce qu'on renforce leur capacité à accueillir aussi dans des bonnes conditions, avec les bonnes conditions de santé, de dignité que tout le monde devrait avoir. On a parlé de limites dures, de limites souples. Dans les limites dures, on a surtout évoqué celles qui sont géographiques, j'ai envie de dire, avec la montée des eaux ou alors des intempéries qui vont dévaster des villes. Est-ce qu'on peut parler des limites dures mais physiologiques ? Enfin, je n'ai pas toutes les réponses à ça, mais il y a une étude de 2017 sur l'humidité et la chaleur, en fait. Il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas vivre, c'est juste pas possible. Enfin, si vous allez dans un hammam, vous pouvez y rester 10 minutes, pas plus que ça. Et en fait, je crois que je l'ai donné ici, il y a à peu près... je voudrais que je mette des lunettes. Excusez-moi. Il y a déjà 30% de la population mondiale qui sont à ce seuil 20 jours par an. Et si on continue, en 2100, il y aura 74% de la population qui seront à ce seuil au moins 20 jours par an. C'est de la survie, quoi. C'est pas de l'adaptation, quoi. Donc ça, c'est une limite dure aussi, qui est physiologique. L'homme est fait pour vivre dans de certaines conditions et pas dans toutes.
Il y a une autre carte qui circule et qui est très intéressante. Si on regarde tous les camps de réfugiés et qu'on superpose une carte des températures au-delà de 35% pour 300 jours par an, la majorité des camps de réfugiés sont là-dessous. Donc ces gens, ils survivent, quoi. C'est vraiment... ça veut dire, survivre, ça veut dire que leur espérance de vie est limitée très, très largement. Donc là, on est dans des limites dures physiologiques. Et c'est un vrai problème. Hein. Et on n'a pas vraiment la solution. On ne peut pas mettre d'air conditioning, bien sûr, partout. Ça, c'est hors de question. Mais il n'y a pas de réponse facile, quoi. Ça veut dire qu'il y a une partie du globe où on ne pourra pas vivre. En Asie, en Inde, au Bangladesh... D'où la question sur laquelle on revient, est-ce que les ONG doivent se politiser et dire non mais on nous donne des sous pour adapter, pour aider, très bien, mais au bout du compte, il ne faut pas se leurrer, quoi. Parlons de politique du coup, c'est une transition toute trouvée, merci bien. L'aide aux pays les plus touchés par le changement climatique a parfois des relents de colonialisme. Que doit-on mettre en place pour s'en prémunir? Y a-t-il pour ces pays des alternatives à l'aide occidentale? Qui veut se mouiller? Moi, je peux commencer à me mouiller, mais il y a cet appel des organisations locales qui disent faites votre boulot, vous, au niveau de votre pays, à faire du plaidoyer pour que les pays respectent leur engagement. Mais il y a un besoin technique, mais pas tant que ça, en fait. Les capacités techniques existent déjà. Donc, il faut être conscient de ça, quoi. Et après, il faut être courageux. Non seulement les bailleurs de fonds, donc je regarde Christophe, mais aussi les ONG internationales. Il y a une question de confiance. Après, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile, la confiance? Parce que, si vous avez travaillé dans une ONG ou dans une association, tout ce qui est redevabilité financière, c'est un vrai sujet, quoi. Donc, c'est cet aspect-là qui est un peu une barrière. Mais il ne faut pas se leurrer, quoi. Il faut la passer, cette barrière. Il faut vraiment aller au-delà. Peut-être que tu veux ajouter ou... Oui, vas-y. Peut-être pour compléter un petit peu et donner des exemples qui viennent de ce que j'ai pu voir localement sur le terrain. Je pense qu'une approche favorable, ça va être aussi toujours de favoriser les stratégies, les initiatives qui sont portées localement, parce que personne ne connaît mieux les contraintes, les limites, les tentatives préexistantes d'adaptation que les personnes concernées. Et à mon sens, vous ne serez peut-être pas tous d'accord dans le panel, mais je pense qu'il faut faire très attention à ne pas copier-coller des initiatives ou des modèles d'un pays à un autre en se disant que parce que ça va fonctionner à un endroit, ça fonctionnera ailleurs. L'inverse est vrai aussi. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas quelque part et qui peuvent fonctionner à un autre niveau. Ça, c'est vrai entre pays, mais c'est vrai aussi au sein d'un même pays. C'est pas parce que quelque chose fonctionne dans une zone que ce sera le cas dans l'autre, parce que les écosystèmes sont différents, les contraintes, les limites, les besoins, les méthodes ou les approches d'adaptation préexistantes sont différentes aussi. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse attention à ne pas définir des grands modèles qui seraient réapplicables partout, parce que je pense qu'on se tromperait de voie. Par contre, ce qui reste important, c'est toute cette justice climatique dont nous parlait Bin, et c'est de se dire qu'il faut surtout faire très attention à ne pas faire porter tous les efforts sur les plus vulnérables, qui se retrouvent souvent à être les premiers à devoir s'adapter. Et donc il y a toute une approche au niveau renforcement territorial qui est très importante pour pouvoir réduire les différents types de limites à l'adaptation dont on parlait tout à l'heure, donc les limites de gouvernance, les limites politiques, économiques, sociales, etc. Donc ça peut passer par un appui à la création d'outils d'aide à la décision, par exemple, des renforcements de la gouvernance existante, ou s'il y a pas ou peu de gouvernance, aider à la créer, etc. Donc ça, c'est des exemples qui ne répondent pas pleinement à la question, mais qui peuvent être des tentatives d'approche. Mais du coup, y a-t-il une alternative à l'aide occidentale pour ces pays? Non, mais moi, ce que je voudrais juste... La Chine, la Russie. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que la localisation est très forte dans l'agenda et c'est tout à fait logique. Il faut œuvrer de plus en plus au niveau des pays. Il ne faut pas non plus rosir trop la localisation, quoi. Il faut être réaliste. Il y a des pays pour lesquels c'est tout à fait possible, parce qu'il y a une société locale qui est fonctionnelle.
une certaine liberté d'agir. Dans d'autres pays, c'est moins vrai, quoi. Donc, ce que tu disais, il n'y a pas une façon de faire dans laquelle la localisation, l'aide directe aux organisations locales serait la solution adéquate et finale. Il faut vraiment balancer. En Afghanistan, peut-être que c'est un peu plus difficile qu'au Bangladesh, par exemple, de se baser sur la société civile locale. Un pays comme le Bangladesh, une société civile très très développée, c'est moins le cas dans d'autres. Donc il faut un petit peu balancer. Il ne faut pas rosir la localisation et bien sûr qu'il faut aller de l'avant dans cette direction, mais je pense qu'il y a encore un rôle pour les ONG internationales aussi à avoir. Christophe, peut-être sur les alternatives. Oui, pour aller dans le même sens, effectivement, et rajouter un élément. Au Bangladesh, il y a effectivement une société civile extrêmement active, et peut-être même trop, dans le sens où moi j'ai aussi entendu des critiques d'ONG elles-mêmes qui estimaient qu'au bout de 50 ans d'activité, puisqu'en fait certaines, dont CARE, sont présentes depuis la création du pays en 1971, avec beaucoup de financement, beaucoup d'activités, les ONG ont commencé à créer une sorte de couche de pouvoir intermédiaire qui pose question. Et d'où ce mouvement aussi Locally-Led Adaptation, plutôt que Community-Based Adaptation, désolé pour les acronymes anglais, puisque l'idée est maintenant aussi d'impliquer les gouvernements locaux, enfin les collectivités territoriales, dans ces actions d'adaptation, beaucoup plus que précédemment, pour essayer vraiment d'articuler la population courante, on va dire, les ONG locales, internationales et les gouvernements locaux. Très bien. Je vous propose de nous arrêter là. Les intervenants seront disponibles si vous voulez discuter avec eux juste après. On a atteint la fin du quota horaire qui nous était imparti. Merci à vous. Merci.